Au sommaire du JT de la télévision publique chinoise, on entend souvent ceci. Un invité inattendu s'est, semble-t-il, rendu à Hangzhou. Cette ville, considérée comme un paradis sur Terre, aurait attiré un visiteur venu du ciel. Voici notre reportage. Un sujet pris très au sérieux par les médias, mais également par le gouvernement. Alors au JT, on entend aussi parfois ceci. Le 7 juillet 2010, pendant 56 minutes, les décollages et atterrissages ont été suspendus à l'aéroport de Hangzhou. La police a confirmé qu'elle avait reçu des informations selon lesquelles des ovnis survolaient l'aéroport. Depuis 1979, le gouvernement cherche officiellement à prouver l'existence d'extraterrestres et y met le prix. Tous les ans, la très sérieuse société chinoise de recherche sur les ovnis se réunit ici, à Dalian, une ville au brouillard épais, surplombée par un bâtiment en forme de soucoupe volante. Asseyez-vous, asseyez-vous. La société compte 100 000 membres à travers tout le pays, des scientifiques et des officiels gouvernementaux. Le thème du jour, les bienfaits possibles des ovnis sur l'économie chinoise. Les ovnis sont extrêmement rapides. Il faut que nous continuions à étudier les technologies utilisées par les ovnis, afin de les mettre en application pour améliorer notre propre technologie. Dans la salle, personne ne sourit, pas même ce professeur d'aviation civile dans une université d'État. Comment un scientifique comme vous peut-il croire aux extraterrestres ? Ici en Chine, quelqu'un de bien placé, qui a reçu une bonne éducation et qui est ouvert d'esprit, croit forcément à l'existence des extraterrestres. L'objectif de la société de recherche sur les ovnis, enquêter sur tous les événements qui leur paraissent suspects. Voici 2 de leurs membres. Leur mission du jour, un objet volant mystérieux qui a bien sûr fait la une de la presse locale. Un ovni s'est écrasé près du village de Xingshan. Une information confirmée par le parti communiste local. Les enquêteurs doivent récolter un maximum d'informations pour les transmettre ensuite aux scientifiques. Les autorités ont mené une première enquête, mais ça n'a rien donné. Ils n'ont pas trouvé l'objet. Nous avons donc ouvert une enquête au cas où il s'agirait d'un ovni ou d'un fragment de soucoupe volante. Je cherche Monsieur Zhao. On m'a dit qu'il a vu ce qui s'était passé. On aurait dit une colonne de fumée. Et ça tournait. Oui, ça a tourné comme ça pendant au moins 3 minutes. D'après les membres de la société de recherche, l'OVNI se serait écrasé sur la berge. C'est là. Allez, on mesure. La zone fait 15 mètres sur 20. Il va falloir creuser sur 300 mètres carrés. C'est trop grand, on reviendra avec du matériel. À ce jour, aucun homme n'a eu entre ses mains un objet conçu par les extraterrestres. J'ai entendu dire que les Américains en avaient trouvé, mais ils n'ont aucune preuve. Ce serait génial de pouvoir mettre la main dessus en premier. Deuxième étape de l'expédition, la visite d'une montagne où, toujours sans sourire, les enquêteurs nous affirment que des ovnis se seraient posés il y a 20 ans. Les arbres ont été carbonisés, là où l'ovni a atterri. Avant ici, c'était une forêt de sapins. Les arbres sont tous morts sur le coup. Chaque année, ils étudient l'évolution de la zone. Je prélève des matériaux que je vais envoyer pour qu'ils soient analysés. Je conserve aussi d'autres échantillons pour les étudier plus tard, quand notre technologie aura évolué. La Chine a une très grande surface géographique, donc la probabilité qu'il se pose chez nous est grande. Et comme en plus nous sommes très nombreux, il y a plus de chances qu'il y ait des témoins. Et quand la Chine croit en quelque chose, elle investit. Nous sommes dans le sud du pays. La première ville est à 7 heures de route. Perdus au milieu des collines, nous nous dirigeons vers le chantier du futur plus grand observatoire au monde. Les étrangers n'ont pas le droit de pénétrer sur le site, parce que les autorités ont peur que ce soit des espions. C'est top secret. Ce sont 2 anciens gardiens qui nous accompagnent. Nos demandes de tournage ont été refusées. Le voilà enfin. Son prix, 75 millions d'euros. Pourquoi un tel investissement ? Pas seulement pour observer les étoiles.
Ce sera le plus grand télescope du monde. Le télescope pourra contribuer à la recherche de civilisations extraterrestres, puisqu'il détectera les signaux sonores présents dans l'univers. 75 millions pour des extraterrestres, grosse pression pour les scientifiques chargés des recherches. Avant la fin du chantier, nous nous rendons à l'actuel plus grand observatoire de Chine, la Montagne Pourpre. Nous avons rendez-vous avec le professeur Wang Xichao, le plus grand spécialiste des ovnis dans le pays. 42 ans de travail sur la question, et évidemment, aucun doute sur leur existence. Tenez, regardez ces photos. Celui-là, c'est un ovni en spirale qui a été observé le 25 septembre 2005. Monsieur Wang n'est pas dupe, les autorités attendent beaucoup de ces travaux. Le gouvernement chinois est tiraillé. S'il arrive à prouver l'existence des extraterrestres, ce sera un grand honneur. En revanche, si tout ça c'est une farce, ça risque de le déstabiliser. Donc nous avons l'autorisation de notre gouvernement de faire des recherches sur les aliens, à condition que ce soit scientifique. Le professeur Wang a raison de se méfier. À plusieurs reprises, la presse a solennellement annoncé la découverte d'ovnis avant d'être contredite. Dernière affaire en date, en mai dernier, l'étrange boule de métal de 40 kg qui avait atterri dans le nord-est de la Chine s'est révélé être le fragment d'une fusée russe qui transportait un satellite. Pas suffisant évidemment pour arrêter le programme de recherche d'ovnis. Voici l'objet du scandale, un livre au titre provocateur, le lobby israélien et la politique étrangère américaine, et des auteurs au style très direct. Nous allons étudier deux questions ce soir. Premièrement, y a-t-il un lobby puissant pour Israël aux États-Unis? Et si oui, comment fonctionne-t-il? Et deuxièmement, cette influence est-elle positive ou bien néfaste pour les États-Unis? Tollé dans la communauté juive américaine. Le livre sur le lobby est accusé de véhiculer les pires clichés sur les juifs, tout juste s'il n'est pas comparé au brûlot antisémite du 19e siècle, les protocoles des sages de Sion. Quoi ? Deux universitaires affirment ouvertement que nous agissons contre l'intérêt des États-Unis ? Que nous serions la cause du terrorisme qui frappe l'Amérique ? Que le soutien de la communauté juive américaine à Israël nous aurait conduit à manipuler l'administration et le Congrès? Mais c'est odieux! Le problème, c'est que ce n'est pas une brève de comptoir du style « Ah oui, on n'aime pas Bush parce que ce sont les Juifs qui le contrôlent ». Non, là, il s'agit de deux universitaires de Harvard et de l'Université de Chicago qui comptent parmi leurs supporters un ancien président américain, Jimmy Carter. Donc, je suis très inquiet. Washington, capitale fédérale des États-Unis. Sur quelques artères, la plus grosse concentration de pouvoir en Amérique. Selon le livre sur le lobby, en 15 ans, les groupes pro-israéliens ont dépensé près de 60 millions de dollars en direction des candidats et des partis américains. Tenez, je viens de recevoir un email. C'est un sénateur dont je tairai le nom. Il m'invite à une réception pour participer à une levée de fonds pour sa campagne électorale. Mais ce que l'équipe de ce sénateur n'a pas compris, c'est que notre association, comme beaucoup d'autres, est à but non lucratif. Notre métier, ce n'est pas de payer des campagnes électorales. D'ailleurs, la loi nous l'interdit. Et oui, attention aux amalgames, Jason Isaacson ne finance pas, il influence. Ce lobbyiste professionnel dirige le bureau de Washington du Comité juif américain, une des plus importantes organisations de la communauté. Je veux leur montrer qu'on n'est pas une branche de l'État d'Israël, mais qu'on s'occupe d'un tas d'autres sujets. Le boulot de Jason et de son équipe, convaincre, argumenter, fournir une expertise sur les sujets les plus variés. La sécurité d'Israël, bien sûr, mais aussi l'énergie, l'immigration ou les droits de l'homme. Dans le livre sur le lobby, on accuse des organisations comme la vôtre d'exercer des pressions, voire même des menaces sur les parlementaires. Attendez, ces auteurs veulent faire passer pour déloyales des choses qui sont aussi américaines que le hamburger. C'est la manière dont fonctionne notre système politique. Nous faisons entendre notre voix face à d'autres groupes d'intérêt. Au bout du compte, si nous ne sommes pas convaincants, si les parlementaires ne sont pas persuadés que ce que nous disons est bon pour les États-Unis, eh bien ils ne le feront pas. En tout cas, depuis la parution du livre, le débat agite le pays. Ce jour-là, à Boston, une organisation religieuse a organisé un débat sur la Palestine. Parmi les invités, l'archevêque sud-africain Desmond Tutu, très
très critiqué aux États-Unis pour avoir comparé la politique d'Israël dans les territoires à celle de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais quand on lui parle lobby et politique étrangère américaine, l'homme d'église se fait prudent. Parfois, je me permets d'être plus malin que ça. Non, je ne ferai aucun commentaire là-dessus, car je n'ai pas lu le livre moi-même. Et là, on se retrouve sur un terrain glissant. La conférence s'achève par un défilé pro-palestinien dans les rues de Boston. Mais de l'autre côté des barrières, une trentaine de personnes ont organisé une contre-manifestation. There's a hope and a future for Israel. We will never stop supporting Israel. Je pense que pour avoir une vraie sécurité au Proche-Orient ainsi qu'une meilleure politique étrangère américaine là-bas, nous devons avoir une discussion. Ça va être difficile, mais ce bouquin sur le lobby a au moins le mérite de nous mettre sur cette voie. Pas sûr que les contre-manifestants aient envie de participer au dialogue. Pour ces chrétiens évangéliques, soutenir l'État hébreu est une obligation religieuse. C'est quoi? C'est un chauffard, un appel de l'ancien Israël pour réveiller les consciences. C'est un appel à la guerre, en fait. Un appel à la guerre? Mais vous êtes en guerre, là? Non, mais nous essayons de défendre Israël contre ses ennemis. Est-ce que vous êtes israélien? Non, je suis chrétien. Je fais partie des chrétiens et juifs unis pour Israël. Mais pourquoi soutenez-vous Israël à ce point? Après tout, ce n'est pas votre pays? Parce que Dieu soutient Israël. C'est ce que nous croyons. Pour Walt et Mersheimer, les auteurs du livre, le lobby pro-israélien ne se limite pas à la communauté juive. C'est même un de leurs arguments pour se défendre de tout antisémitisme. Nous ne parlons jamais d'un lobby juif. D'une part parce que les juifs américains ne font pas tous partie du lobby ni ne soutiennent les positions du lobby. D'autre part, parce qu'il y a des groupes clés comme les chrétiens sionistes qui ne sont pas juifs eux-mêmes. Les chrétiens sionistes, qui forment une branche des chrétiens évangéliques, sont profondément dévoués à Israël. Et ils ont mis la pression sur George Bush à des moments clés pour qu'il apporte son aide à Israël. Cérémonie de l'église des chrétiens unis pour Israël à Concord, dans le New Hampshire. Le chef de l'organisation, le pasteur John Hagee, prend la parole. À un moment de notre histoire où le président de l'Iran menace Israël d'un holocauste nucléaire, les 15 millions de chrétiens évangélistes doivent se lever pour soutenir Israël en ce temps de grand danger. S'il doit y avoir une frontière concernant juifs et chrétiens, alors tracez-la autour de nous tous, car nous sommes unis et indivisibles. Le livre sur le lobby accuse justement cette union sacrée d'avoir défini la politique étrangère de George Bush, avec de lourdes conséquences. Pas de concessions aux Palestiniens, la confrontation avec l'Iran et même la décision d'envahir l'Irak. Une thèse réfutée en bloc par ceux-là même qui ont imaginé l'aventure irakienne, comme l'ancien conseiller à la défense, le néoconservateur Richard Pearl. Nous ne défendions pas les intérêts d'Israël, mais bien ceux des États-Unis, surtout après le 11 septembre. Nous sympathisons avec les positions israélienles, tout comme les Israéliens comprennent les nôtres. Mais il y a eu des différences dans le passé et il y en aura dans l'avenir. Par exemple, les Israéliens n'étaient pas du tout enthousiastes à l'idée d'envahir l'Irak et de renverser Saddam Hussein. Et les divergences ne se limitent pas à l'Irak. À la veille de la conférence de paix d'Annapolis entre Israéliens et Palestiniens, le pasteur Hagee lance un avertissement au gouvernement américain. L'Amérique ne doit jamais faire pression sur Israël pour diviser Jérusalem, quelle qu'en soit la raison. Rendre tout ou partie de Jérusalem aux Palestiniens, ce serait comme la donner aux talibans. Rendre Jérusalem à qui que ce soit, quelle qu'en soit la raison ou le moment, ne doit jamais se produire. Devant tant de zèle, le consul d'Israël, présent à la cérémonie, a un peu de mal à cacher son embarras. Le diplomate essaye de préparer son auditoire à d'éventuelles concessions. Je dois vous prévenir, nous ne serons peut-être pas d'accord sur ce point, mais je pense qu'entre amis, il faut être franc.
Les Israéliens, la majorité des Israéliens, pensent que le seul moyen de rester un État juif et démocratique, c'est de trouver un accord avec les Palestiniens. On l'avait un peu oublié, mais en Israël comme aux États-Unis, il y a aussi un lobby pour la paix. Un lobby moins bruyant que celui des va-t-en-guerre à la John Hagee, mais qui a peut-être un peu plus d'influence qu'on le croit. C'est un voyage pour l'un des endroits les plus reculés du monde. Le cercle arctique. Pour atteindre ces latitudes, pas moins de 3 vols sont nécessaires. Bien au-delà du nord de la Norvège, voici Svalbard. Seulement 1300 km séparent l'archipel du pôle Nord. À notre droite, on aperçoit un bloc de béton qui émerge de la montagne. C'est le but de notre visite. En même temps que nous, arrive un trésor inestimable. Il est suivi de près par une dizaine de journalistes. Dans ces boîtes, nous avons plus de 7000 paquets de différentes graines. Des milliers de graines, de blé, de maïs, d'orge, de riz provenant des 4 coins du globe. Leur arrivée est un petit événement sur l'île. Allez, tous à la chambre forte. Car elles vont être stockées dans l'un des endroits les plus sûrs et les plus fermés de la planète, le Global Seed Vault, ou la chambre forte mondiale des semences. L'édifice, creusé dans la montagne, n'ouvre jamais ses portes, sauf pour recevoir des échantillons de graines. Nous ouvrons la chambre forte très peu de fois dans l'année, seulement 2 ou 3 fois. Nous ne voulons pas que l'endroit devienne une attraction touristique. Nous voulons que les graines soient en lieu sûr, sans être dérangées. Marie Aga, c'est elle qui gère ce lieu atypique. Le monde entier lui a confié ses semences. Aussitôt la livraison achevée, les portes se referment. Ok, merci à tous. C'était un plaisir de vous rencontrer. J'espère avoir l'occasion de voir chacun d'entre vous plus tard pour les interviews. Merci. Nous obtiendrons exceptionnellement l'autorisation d'y pénétrer, mais quelques jours plus tard. Ici, on ne plaisante pas avec la sécurité. C'est d'ailleurs ce qui a poussé la communauté internationale à choisir Svalbard pour y établir son arche de Noé de la biodiversité. Pourquoi toutes ces précautions? Pour que ces graines ne disparaissent pas de la surface de la planète. Beaucoup d'entre elles ne sont déjà plus cultivées. Ici, pas de risque de tremblement de terre, ni de menaces terroristes. Il n'y a que 2000 Pacifiques norvégiens qui y vivent. En cette période de l'année, le soleil ne quitte jamais le ciel. Ni le jour, ni la nuit. C'est au cœur de cet environnement qu'en 2008, a été inaugurée la chambre forte à semences. Sa conception tient plus d'un film de James Bond que d'un grenier à blé. Enfin, nous pouvons y entrer. Nous sommes dans l'entrée de la chambre forte. Au bout de ce tunnel de 150 mètres, il y a une pièce. Et dans cette pièce, il y a plus de 850 000 variétés uniques de semences. L'importance du lieu tient en un chiffre. Près des 3/4 des céréales cultivées dans le monde ont disparu depuis un siècle. Vous pouvez voir le froid qu'il fait en regardant la porte, elle est gelée. Nous progressons dans les entrailles de la montagne, dans le permafrost plus exactement. Devant nous la chambre froide, là où sont entreposées les graines. Et maintenant, il va faire moins 18 degrés. Ce qui est génial avec cette pièce, c'est qu'en face de vous, vous avez 12 000 ans d'agriculture. Vous avez les arrière-grand-mères de vos tomates. Et vous avez le blé qui pousse aujourd'hui dans nos champs. Tout ça dans la même pièce.
Ici, 540 millions de graines de pommes de terre, de pois chiches, de maïs, de sorgho, de haricots et bien d'autres dorment sur les étagères. En tout, ce sont plus de 5000 espèces domestiques ou sauvages qui sont conservées. Des espèces rares qu'il faut protéger. Elles ont été déposées par des centres de recherche de différents pays. Nous avons le Pérou ici, le Costa Rica, la Russie, la Suède, le Soudan et la Géorgie. Et ici, la boîte la plus cool. Elle vient de Corée du Nord. Donc ça montre que les graines s'en fichent. Elles peuvent être conservées ici sans aucun problème. C'est sans doute les plus belles boîtes de la chambre froide. C'est le seul programme de coopération internationale auquel participe la Corée du Nord. La Syrie aussi a déposé ses graines. Ils avaient prévu le pire, et le pire est arrivé. Voici à quoi ressemblent aujourd'hui les champs qui servaient à la culture des céréales dans le sud d'Alep. Tout est complètement détruit, mais les semences, elles, ont été sauvées. Ici, vous pouvez remarquer les étagères vides, des boîtes manquantes. Ce sont celles qui ont été envoyées pour rétablir les stocks en Syrie. Le centre de recherche est à Alep. Depuis 2008, ils envoient des graines ici pour protéger leur collection, au cas où il se passerait quelque chose. La guerre n'est pas terminée, mais les agronomes syriens sont déjà en train de reconstituer les stocks de graines, grâce aux répliques qu'ils avaient laissées ici. Pour la première fois, le coffre-fort a révélé son utilité. C'était en octobre dernier. 38 000 échantillons ont fait le voyage, en sens inverse. 5 000 kilomètres pour être replantés ici, dans la plaine de la Bekaa, au Liban. Nous sommes avec Ahmed Amri, qui travaillait avant la guerre dans le centre de recherche agricole d'Alep, en Syrie. C'est lui aujourd'hui qui est responsable de la nouvelle vie des graines syriennes. Il est fier de nous montrer ce qui a pu être préservé des combats. Ça, c'est les parents du blé. Ça, c'est les parents du pois chiche. Et ça, ce sont les parents de l'orge. Son travail, faire des croisements génétiques à partir des variétés anciennes qui étaient conservées à Svalbard. Ça, c'est une espèce qui est apparentée au blé. Comme on voit, c'est totalement différent du blé, mais on peut transférer des gènes de résistance et des gènes de tolérance de cette espèce au blé. Et c'est maintenant quelque chose de très important pour subvenir aux besoins de tolérance à la sécheresse, de tolérance aux hautes températures qui accompagnent les changements climatiques actuels. Une fois plantées, les nouvelles semences seront envoyées dans le coffre-fort du Grand Nord. Pas question que ces graines connaissent le même sort que celles d'Irak ou d'Afghanistan, où, suite au conflit armé, les stocks avaient été pillés. Il faudra 7 ans au docteur Amri pour reconstituer la collection de semences qui était en Syrie. Karachi, Pakistan, l'un des 3 derniers pays au monde avec l'Afghanistan et le Nigeria, où la polio sévit encore. Campagne de vaccination dans un des quartiers de la capitale économique pakistanaise. Rentre celui-ci et prends l'autre. D'accord, je vais le prendre dans mes bras. Ouvre la bouche et fais A. Dans tout le pays, 34 millions d'enfants de moins de 5 ans doivent être vaccinés. Quelques gouttes pour les protéger d'une maladie très contagieuse qui entraîne de graves paralysies, voire la mort. Il a peur. Les aides-soignantes marquent chaque petit avec un feutre. Ensuite, elles inscrivent sur le mur de la maison le nombre de vaccins administrés par foyer. Vous n'avez que 3 enfants? Vous n'en avez pas d'autres? Non, j'ai seulement ces 3-là. Il n'y en a pas à l'école. Tous ceux qui ont moins de 5 ans sont là. Seulement voilà, au Pakistan, pour 3 gouttes, ces personnels soignants risquent leur vie. Ce chef taliban et des religieux extrémistes situés pour la plupart dans les zones tribales pakistanaises ont lancé le djihad contre la campagne anti-polio. Selon eux, il s'agirait d'un complot des Américains. Le vaccin contiendrait du porc ou encore rendrait les enfants stériles. Les équipes de vaccination sont désormais dans le viseur des terroristes.
Des menaces aux actes. Décembre dernier, 9 agents de santé sont assassinés dans des attaques coordonnées à Karachi et Peshawar. Des hommes à moto ont ouvert le feu sur les infirmières. Le 1er janvier, ce sont 6 femmes et un homme qui sont abattus. 16 morts en 2 semaines, la campagne de vaccination a été immédiatement suspendue. Hôpital de Karachi. Rachid est l'un des rares rescapés de ces attentats. Son job dans l'équipe anti-polio, enregistrer le nombre d'enfants vaccinés. Son salaire, moins de 2 € par jour. En prime pour le 18 décembre, 5 balles dans le corps. C'est arrivé tout d'un coup. J'étais en train de noter sur le mur et soudain j'ai entendu des coups de feu. J'ai voulu aller voir ce qui se passait, c'est là que j'ai reçu des balles. Je crois que la première balle a touché l'infirmière, c'est elle qu'il voulait tuer. Après j'ai reçu une autre balle, j'ai touché mon nez, j'ai vu que je saignais. J'ai avancé, j'ai reçu d'autres balles qui ont touché ma main, mon épaule et mes jambes. Et là je suis tombé sur le sol. La balle est rentrée par mon nez et elle est ressortie par là. Rachid est ici depuis plus d'1 mois et ne sait toujours pas quand il sortira. T'es protégé à l'hôpital? Il y a des policiers avec moi en permanence. Ici devant ta chambre? Oui, mais là ils sont partis faire la prière. D'habitude ils sont là le jour et la nuit. Une sécurité maximum car les talibans ne comptent pas relâcher la pression. Ils sont persuadés que cette opération anti-polio est un coup de la CIA. Pour preuve, ils invoquent cet homme, le docteur Afridi, un agent infiltré qui, sous couvert d'une fausse campagne de vaccination, traquait Ben Laden dans la région d'Abbottabad. L'objectif, faire des prélèvements d'ADN pour tenter d'identifier les enfants du chef d'Al-Qaïda. Le docteur Afridi a été condamné à 33 ans de prison par la justice pakistanaise. Selon les autorités d'Islamabad, cette manipulation organisée par les Américains s'avère aujourd'hui mortelle. Ça a été vraiment malheureux, vraiment très maladroit. Nous n'arrivons toujours pas à comprendre comment la CIA a pu utiliser la santé et l'immunisation de nos enfants comme couverture. Ils ont utilisé ça pour couvrir leur traque de Ben Laden. Ils n'ont pas réfléchi. Est-ce que leur ministre de la Défense et la CIA ont pensé que ça allait porter préjudice aux enfants du Pakistan, que ça allait entraîner des réactions agressives? Malheureusement, aujourd'hui, c'est à nous de gérer ces réactions violentes. En effet, sur le terrain, les infirmières jonglent entre le danger des talibans et les refus d'une population de plus en plus réticente. Farhat en est une victime quotidienne. Par peur d'être reconnue et donc abattue, elle souhaite rester anonyme. Certaines personnes évoquent la traque de Ben Laden lors des vaccinations. Ils ont peur que ce soit encore de l'espionnage. Les gens pensent que c'est la CIA. Parce qu'on ne fait pas que le vaccin, on pose aussi des dizaines de questions. Mariés ou pas? Nombre d'enfants? Y a-t-il des invités dans la maison? Et si quelqu'un refuse le vaccin, on doit aussi poser des questions plus personnelles. Malgré les risques, les autorités ont relancé mi-janvier la campagne. Mais cette fois-ci en toute discrétion. Vas-y, passe devant. Afzal Zaidi est l'un des préfets de Karachi. Il est responsable de la vaccination sur l'ensemble de son district. Nous avons changé de stratégie. Nous ne voulons pas que les talibans aient une nouvelle chance. Nous avons fourni le maximum de sécurité à nos équipes. C'est donc une campagne secrète. Vous faites maintenant profil bas. Pas secrète parce que c'est un travail public, mais en effet c'est une campagne discrète. Nous ne faisons plus de campagne dans les médias ou de choses comme ça. On travaille dans le silence. Désormais la consigne, escorter chaque équipe d'hommes armés. Nous partons à la rencontre des aides-soignantes déployées dans un quartier populaire. Pour l'instant, 3 policiers nous accompagnent. Insuffisant pour le préfet. Est-ce que tu as appelé d'autres policiers? Oui, il y a un véhicule en plus qui arrive. Même dans cette zone réputée tranquille, le risque d'attaque contre les équipes de vaccination est à tous les coins de rue. Avant l'arrivée des renforts, la tension monte rapidement d'un cran.
Passez par là, c'est juste à côté. C'est plus court par là, c'est à 3 rues. Mais non, ce n'est pas raisonnable. C'est dangereux de passer par là. Docteur, s'il vous plaît, appelez vos équipes à un seul endroit. Je ne veux pas rester ici trop longtemps. Finalement, 8 policiers sécuriseront le parcours des infirmières et du préfet. Allez, recule, reste sur le côté. S'il te plaît, laisse-moi passer. Plus tard, pour l'instant, tu bouges pas. Comment ça se passe? Ça va très bien, monsieur. Il y a juste certaines personnes qui n'étaient pas là. Combien n'étaient pas là? 10, 12. Il y a eu des refus? Ici, dans ce quartier, pas de refus. J'en ai pas eu. Globalement, ici, la propagande anti-vaccin des talibans n'a pas été entendue. En revanche, ils ont réussi une chose, terroriser le personnel médical, malgré la sécurité. Les attaques. C'est beaucoup plus compliqué. Certaines filles refusent de venir travailler. Est-ce que vous avez peur? Oui, d'habitude j'ai peur. Aujourd'hui, j'ai eu plus de sécurité, donc avec mon équipe, on a bien travaillé. Mais vous savez, dans ces petits quartiers, n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Dans certaines zones réputées trop dangereuses, la campagne n'a pas pu reprendre. En 2012, au Pakistan, seuls 58 cas de polio ont été diagnostiqués, contre 198 en 2011. Mais dans ces conditions d'insécurité, l'éradication totale de la maladie risque de prendre beaucoup de retard.